Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler du prochain café live qui aura lieu lundi 17 octobre de 9h à 10h et avec pour thématique principale comment développer votre stratégie de partenariat avec les acteurs locaux, mais pas que, et aussi définir votre propre plan média pour devenir le meilleur ambassadeur de votre région. Un café live, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte d'atelier, un moment de partage et d'échange sur une thématique précise et qui permet derrière de repartir avec des outils et un plan d'action pour mener à bien sa stratégie. Pour participer à cet événement 100% en ligne et gratuit, il suffit simplement de vous inscrire sur mon site yenbuy.fr/live live-mensuel et en vous inscrivant, vous serez tout simplement mis dans la liste d'attente et vous recevrez tous les cadeaux bonus, les documents, les supports de travail et les liens de connexion pour le jour J. Hello à tous, ici Yenbuy et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels et des particuliers à booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. De quoi on parle? On parle tout simplement de comment devenir les meilleurs ambassadeurs de votre région au travers notamment d'une stratégie des réseaux sociaux, d'une stratégie de contenu pour votre site web et vos réseaux, de votre stratégie digitale en général et aussi de quelques astuces photos et déco. Vous pouvez également retrouver tous mes conseils et mes ressources gratuites en ligne sur mon site yenbuy.fr et sur mes réseaux sociaux du même nom yenbuy.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Loubert qui est responsable marketing à Val Thorens et qui occupe donc cette fonction au sein de l'Office de tourisme de Val Thorens depuis plus de 7 ans. Donc Val Thorens, inutile de la présenter, mais bon, un petit mot quand même. La première station de ski française reconnue à l'échelle mondiale. Et parmi ses nombreuses missions, dont la principale consiste à faire de la destination un véritable laboratoire d'innovation touristique, Thibaut s'attache à déployer avec son équipe de 8 personnes des solutions au service des différents partenaires dans le cadre de la plateforme de marque Live United. Dans cet épisode, Thibaut va nous partager les différents outils que Val Thorens a mis en place pour accompagner l'ensemble des hébergeurs pour les aider à gagner en visibilité et en taux de réservation. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour les conseils du jour de Thibaut Loubert. Belle écoute à tous et je vous retrouve à la fin de cette interview. Salut Thibaut, merci encore de participer au podcast. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir derrière le micro. Et en plus, pour le coup, tu t'es bien équipé, donc ça va être chouette au niveau du son. Est-ce qu'on peut commencer, si tu veux bien, par présenter ce que représente exactement Live United, et si tu peux définir pour toi ce que c'est que le concept de marque partagée au sens où l'entend en tout cas Val Thorens. Alors, le Live United, c'est quelque chose qui se vit, en fait, avant tout, avant même d'être un concept de marque. Il est arrivé assez naturellement, c'est de se dire comment on arrive à fédérer des personnes qui sont loin de tout. On est à 2300 mètres d'altitude. La première grande ville, elle est à 1 heure de voiture. Et c'est vrai que assez vite, on s'est dit comment, dans cette station, on reste la dernière née, en fait, on n'a que 50 ans, donc par rapport à des stations qui sont bien plus âgées que nous, on reste la dernière née, mais comment on arrive à fédérer des personnes qui sont venues de tous horizons, puisque c'est vrai que Val Thorens a été construit par des personnes qui vraiment sont venues de partout en France. Les locaux ne voulaient pas monter, personne n'y croyait à cette station. Et donc la traduction d'une marque de territoire, comme on l'entend au sens marketing, c'est le Live United, c'est de se dire qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous envie de faire avancer cette destination. Et donc on est tous partie prenante de l'ensemble des projets. Donc nous, Office de tourisme, on est un petit peu la locomotive sur pas mal de projets, notamment projets marketing. Et derrière, on vient raccrocher plein de wagons, des entreprises, des structures municipales, paramunicipales, pour justement aller plus loin dans la vente et la création de séjours et d'expériences ici à Val Thorens. Ok, super clair. C'est drôle ce côté vraiment village perdu, tu sais, venez, on fait quelque chose ensemble. Ça fait penser à la première page d'une BD très connue, où en effet, c'est vraiment ce côté-là.
Justement, on fête cette année nos 50 ans et dans le travail d'archives qui a été fait, on s'est associé à un journaliste pour justement aller creuser un petit peu dans ces 50 dernières années. Et une des phrases, c'est la station dont personne ne voulait. Donc personne n'y croyait. Les médecins à l'époque déconseillaient à toutes les familles qui voulaient monter, faire leur vie et construire Val Thorens, ils leur déconseillaient de monter parce que voilà, ils disaient qu'il allait y avoir des morts dans les enfants parce que l'altitude faisait que personne ne pouvait vivre à une altitude pareille. Ah, c'était plus pas le côté éloignement, mais le côté altitude, en fait, à l'époque. Exactement, ouais, c'était l'altitude, donc 2300 mètres pour eux, personne ne vivait à cette altitude. Alors qu'au Chili, il y a des personnes qui vivent à 5000 et qui n'ont pas de problème. Ok, eh ben super, merci. Donc là, aujourd'hui, dans ce concept de marque partagée, comme tu l'as dit, on retrouve donc des entreprises, des acteurs du tourisme du territoire, j'imagine tout ce qui est prestataire d'activités, commerce, restaurateur, etc. Le magasin de location de matériel, moniteur, etc. Les institutionnels. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que des privés peuvent rentrer dans ce concept ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux? Est-ce que le terme d'ambassadeur, ça concerne que du professionnel ou est-ce qu'il y a quand même du privé qui rentre? Non, aujourd'hui, les seuls privés qui rentrent, et qui sont avec nous dans cette démarche, ça reste des partenaires. Et donc, c'est des partenaires plutôt typés marque. Aujourd'hui, je pense à Mini, à GoPro, qui sont parmi nos grands partenaires, ou à Salomon sur la partie matérielle. Donc, les privés extérieurs au territoire rentrent sur un produit marketing de partenariat. Ok, ça marche. Bon, en gros, si j'ai bien compris, vous avez vraiment cette volonté de jouer collectif avec l'ensemble des acteurs du territoire. Est-ce que ça signifie pour toi que tout le monde vraiment a un rôle à jouer dans la promotion, c'est-à-dire que vous êtes la locomotive, vous, en tant qu'office de tourisme, pas de souci. Comment est-ce que vous invitez vraiment tout le monde à être acteur et à jouer son rôle? Et après, j'aurais une deuxième question, c'est est-ce qu'un hébergeur peut devenir un excellent ambassadeur selon toi? Mais on va commencer par la première, c'est-à-dire quel rôle et comment tu fais pour vraiment impliquer les acteurs dans vos actions? Tu parlais juste avant de volonté de faire rentrer ces professionnels dans la démarche. C'est aujourd'hui même pas une volonté, en fait, c'est une nécessité. C'est que si on ne le joue pas collectif, dans un territoire qui est tout petit, on va avoir des vraies problématiques. C'est que le meilleur moyen justement d'aller vers l'avant, c'est de jouer collectif. Pour répondre et commencer à répondre à ta deuxième question, je pense que à la fois un professionnel peut être un très bon ambassadeur, mais surtout il peut à l'inverse être un très bon détracteur. C'est-à-dire que si demain un professionnel se dit tiens, je vais mal m'occuper de mes salariés, je vais mal m'occuper de mes clients, je suis restaurateur et je vais faire exprès d'acheter de la marchandise qui me permet d'avoir la marge la plus élevée, et ben en fait là on risque d'avoir des vrais problèmes parce que le monde d'aujourd'hui avec l'ensemble des plateformes d'avis, Google, Facebook et TripAdvisor font que aujourd'hui, oui, les gens viennent à Val Thorens, mais nous, si tu veux, Val Thorens en tant que destination, on a un domaine skiable qui est ce qu'il est et qui est très bon dans ce qu'on est. Mais en fait, le dernier souvenir d'un vacancier, c'est aussi le dernier café qu'il a pris avant de reprendre sa voiture. Et si cette expérience-là, elle est mauvaise parce que le restaurateur chez qui il est allé avait pas envie de le servir ce samedi à 9h du matin, en fait là on a beau avoir le séjour le plus réussi possible en amont, ça reste le dernier souvenir et le mec il reviendra pas. Donc il y a vraiment ce côté-là où on est tous acteurs du cycle de séjour du client et donc on est tous acteurs et ambassadeurs et on a tous notre responsabilité. C'est que il faut, et nous on travaille aussi là-dessus, à bien faire comprendre les professionnels de la station, de leur dire que oui, c'est peut-être pas très grave de dire à un client ou de mal se comporter avec un client sur un client parmi les 10 000 qu'il va recevoir dans la saison. Mais en fait, si, ça reste super important parce que on a vraiment cette responsabilité sur les épaules de se dire
un client, il va rencontrer 200 personnes pendant son séjour. S'il y en a une qui s'occupe mal de lui, c'est ça qui va sauter. Donc, et les 199 autres, ils auront bien eu beau à faire bien leur travail, on va avoir un problème. Donc, si on ne le joue pas collectif là-dedans, tant dans on va dire le côté challenge auprès de ces professionnels, et puis du côté formation aussi de ces professionnels, parce que l'e-réputation, ça reste assez nouveau au final. Avant, je pense qu'il y a 15 ans, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, le restaurateur pas content, il mettait le client en dehors et puis ça s'arrêtait là. Là aujourd'hui, le client, il va activer ses 10 comptes Facebook, il va activer ses 3 comptes TripAdvisor et il va venir démonter en un clic le restaurateur. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité à se dire jouer collectif pour justement aller plus loin. Globalement, ça reste de l'expérience client. C'est vers ça, c'est ce sur quoi on travaille énormément. D'accord, écoute, tu me fais une belle transition pour ma question suivante. C'est comment est-ce que vous, l'Office de tourisme de Val Thorens, vous accompagnez concrètement les hébergeurs touristiques? Bon, là, c'est parce que c'est le sujet qui m'intéresse, mais c'est en règle générale tous les pros. Mais donc, concrètement, les hébergeurs touristiques, les loueurs particuliers, comment est-ce que vous les accompagnez en termes de stratégie de com? Est-ce que vous proposez des ateliers de formation? Tu parlais de e-réputation, typiquement. Comment quelqu'un dont c'est vraiment pas le métier, vous arrivez à l'accompagner pour justement maîtriser au mieux tous ces outils de communication? Alors on a plusieurs leviers aujourd'hui qu'on active. Le premier, puisque tu en parles, sur la formation, c'est nous, on passe énormément de temps en temps de veille. On est accompagné aussi par des agences sur la partie notamment social media, Google Ads, etc. Et la première partie, c'est des sessions qu'on appelle des sessions Work United, qu'on organise nous à l'Office de tourisme sur plusieurs métiers. Je pense notamment au métier du community management. On a trois formations, enfin 3 niveaux de formation qu'on dispense ici gratuitement pour les personnes de la station qui voudraient s'y inscrire. Et on leur... non pas en professeur, mais plutôt en retour d'expérience. Donc on ne se place pas du tout en donneur de leçons. Chacun a, je pense, ses problématiques de notamment RH et de temps. Et en fait, le premier niveau, c'est de dire, si demain, donc c'est une demi-journée ou une journée en fonction des niveaux, et c'est de dire, si demain vous devez prendre 1 heure par semaine pour vous occuper des réseaux sociaux, c'est ça qu'il faut faire pendant votre heure. Oui. Si demain, vous avez 4 heures par semaine, c'est génial, et c'est ça qu'il faut faire. Si demain, vous avez 20 heures, c'est vers ça qu'il faudra tendre. Donc, c'est plutôt de dire, nous, aujourd'hui, on identifie un peu des chantiers, et on dit à nos professionnels, aujourd'hui, si vous avez besoin de mieux communiquer, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et donc, on leur donne plutôt des tips, on va dire, et sous un format on aime bien l'illustrer avec des do et des don't, de mettre vraiment l'accent sur, on va aller prendre les pires avis TripAdvisor et leur mettre sous les yeux et de dire, est-ce que ça, c'est pour vous quelque chose qu'il faut faire? Souvent, c'est des gens qui nous disent, ça oui, c'est des choses que, alors peut-être pas les pires, mais il y a des gens aujourd'hui qui se doutent pas que faire une réponse TripAdvisor négative, ou en tout cas braqué, assez hautaine à un client, oui, ça a un impact sur le client et c'est un moindre mal. Mais en fait, le problématique, c'est le client d'après qui va voir la réponse de l'hébergeur et qui va dire, mais en fait, c'est qui ce mec? Pour qui il se prend pour répondre de la sorte sur un outil comme TripAdvisor. Donc c'est plutôt ça, de leur dire, on parle pas dans la vraie vie comme on parle sur les réseaux sociaux, et puis voilà, de les amener un peu plus loin sur demain, si tu dois prendre une photo, on a quelques tips aussi là-dessus, sur l'éclairage, sur des photos qu'ils pourraient prendre, mais toujours en partant d'un niveau de base. On veut être aussi relativement connecté avec la réalité de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que tu parles des hébergeurs, en fait ils ont 1 milliard de choses à faire avant même de se dire tiens, on va peut-être poster quelque chose sur nos réseaux sociaux. Et pour autant, c'est tout aussi important de poster des choses sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier que
dans toutes les études qui sortent, la première raison d'abandon d'une marque, c'est le manque de contact en fait avec cette marque. On parle juste d'humain et de relations humaines. Donc si demain un hébergeur se dit bah non, les réseaux sociaux en vrai c'est pas important, je pense que c'est important à plus d'un titre. Déjà pour être présent en fait, tout simplement, pour pas se faire... C'est dommage, vu comme les réseaux sociaux sont relativement simples d'utilisation, c'est dommage de pas y passer du temps, parce que c'est derrière, ça génère de l'image, ça génère plein de belles choses, je pense. D'accord. En parlant de belles choses, tu m'as dit que dans ton équipe, il y avait Axel, une graphiste. Est-ce que tu peux nous dire comment elle aussi, à son niveau, elle participe dans l'accompagnement des hébergeurs? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se voit... Nous, on a fait le choix, il y a quand même pas mal d'années, d'internaliser énormément de compétences au sein de l'office de tourisme. Donc bien sûr, c'est valable pour les offices de tourisme, ça peut être valable pour des comités régionaux de tourisme. Nous, on s'est dit, on avait besoin d'internaliser des compétences pour qu'il y ait des échanges humains entre les professionnels de la station et les équipes de l'office de tourisme. Et donc aujourd'hui, Axel... si demain un hébergeur souhaite faire des goodies, faire des choses comme ça, qui utilisent à la fois l'image de marque de Val Thorens et puis qui peuvent utiliser d'autres éléments, et ben Axel, elle va être conseil en fait auprès de ces hébergeurs pour dire bah là, entre les deux choix que vous avez fait ou que vous avez à faire, celui-ci est plus cohérent que celui-là. Et donc on se voit plus comme presque comme une agence en fait d'accompagnement. C'est exactement le même cas pour Léa et Alexis, qui sont la photographe et le vidéaste, qui eux sont chargés de faire du contenu, et on met à disposition ce contenu à nos hébergeurs, mais ça on en parlera peut-être juste après. Oui, tout à fait. Donc on peut dire, quand tu parles d'agence, c'est que vous voyez en fait comme un studio de création totalement intégré en fait. Oui, c'est ça. C'est studio de création intégré qui permet à Axel justement de venir faire des choses supplémentaires pour nos professionnels. Alors, il y a pas mal d'agences qui font extrêmement bien ce travail. Donc l'idée, c'est pas de venir demain être si graphiste à l'office de tourisme et de venir piquer des jobs. C'est plutôt de dire à un professionnel qui aujourd'hui n'aurait pas passé le step d'être accompagné par une agence, de lui dire bah, nous on est capable de faire du conseil. Mais c'est vrai que assez rapidement, dès lors qu'on enclenche ces étapes-là, assez rapidement en fait on devient aussi conseil pour préconiser une agence et puis derrière faire un peu d'accompagnement et de suivi sur ça. D'accord, super. Alors effectivement, tu as parlé de ton équipe plus sur la partie création de contenu, photo, vidéo. Donc est-ce que vous pouvez réaliser des shootings pour vos hébergeurs, que ce soit une prestation payante ou non? Est-ce qu'ils vous font cette demande et est-ce que vous y répondez favorablement? Ou, autre question, j'émets des doutes, mais je pose la question quand même, est-ce que vous proposez de mettre à disposition du matériel le temps d'un shooting? J'imagine que vous renouvelez assez régulièrement votre matos. Je ne sais pas comment vous le recyclez, mais est-ce que finalement vous avez une espèce d'armoire magique, une caverne d'Ali Baba que vous pouvez parfois mettre à disposition contre un contrat de mise à disposition, de manière très cadrée. Mais voilà, est-ce qu'on peut venir en tant qu'hébergeur au sein de l'office de Valto et dire, ben voilà, j'ai besoin d'un shooting, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, non. Et sinon, est-ce que vous avez du matériel à me prêter? Alors, sur la première partie, nous, les shootings qu'on organise, nous, de toute façon, des shootings et on essaye au maximum de faire tourner l'ensemble des partenaires et des prestataires. Je pense par exemple à des shootings restaurants. On a de toute façon, parce que ça commence à se voir sur les photos au bout d'un moment, l'évolution de la mode des tenues des modèles fait que de toute façon, tous les 2-3 ans, tu es un peu obligé de le refaire. Et aussi parce que en interne et de la part d'Axel, elle commence à avoir fait le tour des photos aussi. Et donc en fait, elle vient tordre le cou à toutes les photos et les utiliser, les presser jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Et au bout d'un moment, elle en a marre et donc on refait un peu les photos et ça, on le fait tourner. Donc par exemple, un shooting raclette, on va en faire
un par hiver, et donc on fait tourner l'ensemble des restaurateurs. L'idée globale, c'est de pouvoir négocier, nous, de notre côté, de la gratuité en échange des photos pour justement que les professionnels puissent utiliser ces photos. Ça, on le fait également avec les hébergeurs. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire, notamment avec les loueurs particuliers, parce que le volume il est beaucoup trop grand. On a 25 000 lits touristiques à Val Thorens, donc il y a énormément de prestataires. Là où eux sont accompagnés, les loueurs particuliers, c'est que on a un organisme qui est un organisme paramunicipal qui lui est chargé de la partie rénovation des appartements. Donc en fait c'est un dispositif qui, en fonction, donc c'est un système de notation des différents hébergements, et donc en fait qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'avantages. C'est eux notamment qui sont chargés d'aller négocier avec des grands groupes comme Samsung par exemple pour avoir des tarifs particuliers sur les frigos, sur les plaques, sur les choses comme ça. Dans cette offre-là d'accompagnement de ces loueurs particuliers, ils se sont associés avec une structure qui permet d'avoir un site internet par loueur particulier, et donc une page modifiable directement par le loueur particulier pour justement derrière qu'il puisse ajouter ses photos, faire des choses comme ça. Aujourd'hui, sur la partie photo, vraiment, si demain un hébergeur vient nous voir et nous dit bah tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas eu dans mon établissement, aujourd'hui nous on n'est pas du tout staffé pour répondre à ce besoin. Donc on a dans notre carnet d'adresses un certain nombre de photographes, des photographes qui aujourd'hui ont un coût, et donc c'est vrai que souvent suivant la taille de la structure, souvent malheureusement l'hébergeur choisit de le faire par lui-même, et donc du coup c'est plutôt dommage. Donc on vient se noter dans un petit coin de notre tête que le prochain shooting il faudrait qu'on aille le faire chez lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je prends les hébergeurs vraiment pro, type hôtellerie 4 ou 5 étoiles, aujourd'hui, eux, ils ont chaque année un budget photo avec un photographe professionnel. En ce qui concerne la partie prêt de matériel, en effet, on a une caverne d'Alibaba qui est ouverte, et on renouvelle le parc de matériel assez régulièrement. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plus le côté formation, c'est que c'est pas aussi simple que ça de faire des belles photos quand on te met un réflexe dans les mains. C'est que d'appuyer sur le bouton ne fait pas tout. Je pense notamment à la retouche, et puis aussi au regard, à l'angle de vue. Enfin, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui des photographes. Pour autant, sur les prestataires d'activité, ce qu'on fait plus et ce qui marche plutôt bien, c'est qu'on est en partenariat avec GoPro, et là on leur met à disposition des GoPro pour aller créer du contenu. Donc là je pense plutôt aux prestataires d'activité du type école de ski, cascade de glace, des choses comme ça. Oui, et puis en fait pour l'hébergeur, ça peut fonctionner aussi pour des room tours, tu vois, des vidéos un peu en mode room tour, en mode vue panoramique depuis le balcon. Ça pourrait marcher aussi, hein, quelque part. Tout à fait, oui, complètement. Mais c'est plus en effet de leur mettre à disposition un outil simple d'utilisation, en fait. C'est plus ça. Là, je pense à un restaurateur qui vient de sortir pour travailler sur le recrutement et donc sa marque employeur, un restaurateur qui nous avait pris l'année dernière une GoPro et qui vient de sortir une vidéo de 2 minutes qui permet de voir les coulisses côté employeur, les coulisses de comment fonctionnent les cuisines de son restaurant, et donc de montrer comment qu'il a le dernier matériel, que la cuisine elle est super propre, que les équipes elles ont des bons outils de travail, et donc c'est pour travailler ce côté marque employeur. Et donc ça s'était fait avec une GoPro que nous on avait prêté à ce restaurateur. Donc oui, on prête du matériel assez régulièrement. Super. Ok. Tout à l'heure, à un moment donné, tu as évoqué la notion d'outils partagés, notamment en banque d'images, je pense. C'est-à-dire ce que ta photographe et ton vidéaste créent quotidiennement. Vous les arrivez à les mettre sur une plateforme en ligne où tout le monde a accès, enfin peut-être pas à l'intégralité, mais accès à une partie de cette banque d'images. Comment ça se passe ? Sur cette partie-là, pareil, on est très ouvert. On a horreur des banques d'images avec des mots de passe qui sont fermés.
En fait, ça vient du fait que à un moment, si une photo est belle, enfin une photo qui a été prise est belle, c'est juste super dommage de la laisser sur un disque dur. Donc aujourd'hui, on est plutôt à se dire, on ouvre notre banque d'images. Ça nous fait même des fois sourire que des tour opérateurs utilisent des photos de Val Thorens sur une page qui viendrait décrire une station concurrente, par exemple. Donc on est plutôt à se dire, nous, plus c'est utilisé, plus les gens qui connaissent vont se dire, ah tiens, c'est marrant, cette photo elle a été prise à Val Thorens, alors que la photo elle est utilisée sur un site qui peut avoir aucun rapport. Là où nous, on freine, entre guillemets, des quatre fers, c'est sur une utilisation commerciale de nos images. C'est que si demain, un magasin de souvenirs souhaite prendre des images à nous et derrière revendre ces images-là, là, on va avoir une problématique. Mais pour autant, ça dépend vraiment du projet. C'est que là, très récemment, on a un magasin de ski qui s'est dit tiens, je vais faire une collaboration avec Pouline, donc sur la partie caleçon et sous-vêtements. Et du coup, on a des photos qui ont été prises par des gens de l'office, qui ont été données à ce prestataire à ce loueur de ski. Et derrière, en fait, nous pareil, c'est une utilisation qui est OK. Là où on est vachement plus regardant, c'est sur l'utilisation du logo. C'est de ne pas faire n'importe quoi avec le logo de la marque, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes d'utilisation de logo qui nous ont valu quelques procès, donc on est plus regardant sur cette partie-là. Mais sur la partie photo, on est vraiment ouvert, et en fait le lien, il est envoyé à chaque début de saison à l'ensemble de la station, via une communication station, dans laquelle on a à la fois des photos, shooting, dès qu'on va sur les pistes, dès qu'on va faire une activité, mais aussi des photos plus live, donc avec une partie photos prises qui ne sont pas les photos les plus jolies qui existent, mais l'idée c'est de se dire, si demain un hébergeur reçoit un mail d'un client qui lui dit « Ah, on a trop hâte de venir à Val Thorens, on espère qu'il y a de la neige chez vous », et en fait l'hébergeur il peut aller dans cette Dropbox, donc banque d'images, il peut piocher une photo et se dire tiens, l'office de tourisme a pris une photo hier matin à 6h, il était en train de neiger, je vais la prendre, je vais la mettre en pièce jointe de mon email en envoyant le message au client en lui disant oui, regardez, il y a de la neige. Donc c'est vrai que c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne sur la partie photo. Sur la partie vidéo, on est un peu plus frileux parce que la vidéo est beaucoup plus complexe. On est d'une photo statique, on passe à 24 images par seconde et donc du coup, c'est animé. Il faut respecter des rythmes. Il faut être un peu plus expert, je pense aujourd'hui, pour utiliser correctement de la vidéo. Donc c'est vrai que là, on a énormément de vidéos puisque le binôme Alexis et Léa travaillent vraiment de pair sur les shootings. Donc on a énormément de contenu vidéo, mais là on n'est plus, on le partage uniquement sur demande d'un projet spécifique. On ne permet pas forcément aux hébergeurs d'y avoir accès parce qu'on pense que c'est difficile pour eux de bien les utiliser. D'accord, ok. Est-ce que tu as un exemple d'autres outils partagés ou est-ce que, j'imagine que c'est le principal de toute façon, mais est-ce que vous avez d'autres outils partagés comme que vous envoyez à toute la destination en début de saison, typiquement? C'est aujourd'hui le principal, en effet. Derrière, après, on va avoir plutôt des outils économiques, c'est-à-dire qu'on leur partage régulièrement via des communications stations, des statistiques et des statistiques plutôt sur le remplissage notamment, de pouvoir dire en amont, en fait, on a aujourd'hui 80% de nos hébergeurs professionnels, loueurs particuliers, on n'y est pas encore, notamment ceux qui sont sur Airbnb ou autres plateformes un peu fermées. Mais en gros, l'outil qui s'appelle G2A nous permet de dire tiens, la semaine prochaine, par rapport à la semaine actuelle, on a tant d'arrivées prévues, etc. On les avertit aussi des gros groupes qui arrivent, donc les groupes supérieurs à 1000-1500 personnes, on les avertit pour que justement ils puissent faire varier peut-être leur staff ou leurs achats de denrées périssables en fonction des groupes qui peuvent arriver, des choses comme ça. D'accord, ok.
Est-ce qu'il y a d'autres leviers que les hébergeurs peuvent actionner pour gagner en visibilité tout en s'appuyant sur vous? Je sais que par exemple, en premier, je pense à la centrale de réservation, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui peuvent vraiment mettre en place avec vous pour être encore plus visible? Donc en effet, sur la partie mise en avant des hébergeurs, la première chose, en effet, c'est la centrale de réservation. Déjà parce que on a aujourd'hui une centrale de réservation qui est intégrée à l'office de tourisme et donc avec des personnes qui vendent les séjours en étant sur place, donc qui connaissent la destination. Je pense que la grosse différence, c'est que par rapport à Booking, si demain un client il appelle chez nous et qui dit je voudrais l'hébergement parfait pour que en 26 secondes, je puisse poser mon enfant au jardin d'enfants et que j'ai pas 6 bus à prendre avant d'arriver au jardin d'enfants, on a des personnes ici à l'office de tourisme et à la centrale de réservation qui permettent de vraiment préconiser l'hébergement qu'il faut. Au-delà de ça, notre marge, notre commission, elle est vachement plus faible que les gros. Donc on est aujourd'hui à 9%, ce qui par rapport à des bookings ou autres est vachement plus faible. Et derrière, on a aussi ce côté, je vais dire, plateforme officielle, on va dire, de séjour de la destination. C'est qu'un client qui vient à Val Thorens, forcément, il va tomber sur valthorens.com, qui est notre gros outil dans l'écosystème digital. Et derrière, la plateforme de réservation est directement connectée à cet outil-là, qui est le site internet. Donc aujourd'hui, c'est presque une porte obligée pour à la fois les clients nouveaux et puis les clients qui auraient envie de refaire un séjour à Val Thorens. Les autres outils ensuite, ça va être plutôt sur de la partie mise en avant, notamment sur notre site internet, donc qui est hors centrale de réservation, où là aujourd'hui on est un office de tourisme dans lequel il n'y a pas d'adhésion, mais on fonctionne avec des packs premium en fait, où l'hébergeur peut acheter un pack premium et donc avec une mise en avant sur notre site internet qui est plus sympa qu'un hébergeur classique. Et puis on a aussi un guide des vacances papier qui est là remis à chaque client pour justement, on est plutôt dans l'étape d'après en ce qui concerne les hébergeurs, parce que forcément le client qui est sur place, il est censé être déjà hébergé. Mais voilà, c'est en tout cas la possibilité pour un client de se renseigner sur les différents hébergements qui existent au sein de la destination. Ok. Tu m'as parlé aussi de l'existence d'un bureau d'accueil de tournage et de shooting. C'est-à-dire, en tant qu'hébergeur, on peut venir vous contacter en disant, tiens, moi, même un particulier, finalement, quelque part, tiens, j'ai un super chalet. Si demain, tu as une demande de tournage, sache que moi, je peux louer à la journée, à la semaine, etc. Ou si tu as besoin d'un super shooting, chalet de luxe, etc., mais décoré et on va dire plus vivant que ce qu'on peut trouver parfois juste en location simple. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il me semble que tu m'avais dit que vous étiez quand même staffé pour avoir ce type de bureau qui gère l'accueil de tournage, notamment parfois des marques qui veulent venir faire un shooting chez vous ou des tournages de films? Oui, tout à fait. Sur cette partie-là, c'est vraiment... Alors, aujourd'hui, de par, on va dire, de par le passé, ça reste géré par la partie presse, en fait. Je pense que c'est hérité des accueils de presse, en fait, cette partie-là. Mais dans l'idée, dans les futures années, on veut vraiment se doter d'un... On ne sait pas encore comment l'appeler, mais presque d'une agence réceptive qui soit capable de faire de l'accueil tant sur de l'influence que sur du voyage de presse, que justement sur du shooting. On a aujourd'hui pas mal de marques qui prennent contact avec nous et qui nous demandent justement d'être soutien logistique sur l'organisation de shooting. Donc là, et c'est là que revient la marque partagée, donc le Live United, c'est que nous, on est au centre de l'écosystème et on est capable demain de dire à une marque ou justement plus récemment, le dernier film de Michael Youn qui est venu tourner à Val Thorens, de dire demain on est capable de mettre en collaboration plein de services, les remontées mécaniques pour que vos cascadeurs ils puissent sauter d'une cabine, les dameurs pour que demain ils soient capables de vous mettre à disposition un véhicule pour vous amener tourner
un film au sommet des pistes. Et donc en fait, on est nous chargés d'être un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de ces choses-là, avec une espèce de leitmotiv de dire qu'à Val Thorens, tout est possible. Et en fait, on dit oui et on réfléchit après, ce qui nous vaut parfois quelques nuits un peu compliquées, mais c'est vraiment cette idée-là, de dire qu'on est capable de tout faire pour justement, dès lors qu'on est sur de la promotion de la destination. Tu as évoqué la notion de presse. Aujourd'hui, tiens, soit je suis nouvel hébergeur et je ne suis pas forcément sur la station, mais pas très loin. Je propose un hébergement, par exemple, insolite. On va dire c'est ce que aujourd'hui les magazines recherchent beaucoup. Est-ce que tu conseilles plutôt à cet hébergeur de venir lui-même entrer en contact avec votre service presse? Ou est-ce que, enfin, comment je peux faire? Est-ce que je peux compter sur le service presse de Val Thorens pour essayer d'être repris dans des médias? Alors, je pense que la problématique, elle est différente chez nous par rapport à d'autres lieux. Nous, on est un territoire qui est tout petit. Donc en fait, à partir du moment où le moindre rideau posé, si tu veux, dans le moindre hébergeur, on est au courant en fait. Val Thorens, c'est tout petit et trop intime, trop confidentiel pour qu'on ne le sache pas. Donc on est au courant de tout ça. Et donc forcément, dès qu'il y a le moindre projet qui pourrait intéresser la presse, c'est elles qui vont au devant de tout ça et qui vont se renseigner. Je pense à de la nuit en igloo, des choses comme ça. Là, clairement, on est partie prenante, on va dire, là-dedans et on va vraiment se renseigner à la fois pour avoir les infos et aussi parce qu'on sait que ça intéresse énormément de journalistes, donc avec ajout dans le dossier de presse et différents leviers avec des communiqués de presse. En revanche, pour un territoire qui serait un peu plus grand et dont, je sais pas, un prestataire qui se dit tiens, je vais faire 4 cabanes dans les arbres, lui par contre, il faut pas qu'il hésite. Il faut pas qu'il hésite à plus d'un titre. Il faut qu'il aille voir justement, en fait, qu'il parte du plus local vers le plus régional, on va dire. Mais oui, qu'il aille voir l'office de tourisme, la communauté de communes, parce que ça se trouve en fait demain. Je sais pas, demain, ça se trouve, la communauté de communes, ils veulent un lieu sympa pour faire un séminaire. Et donc, s'ils sont pas au courant que cet hébergeur existe, ils le sauront jamais. Donc, pas hésiter à aller voir le comité départemental de tourisme. Quand je dis voir, aujourd'hui, c'est vachement plus simple. C'est juste d'envoyer un mail et de dire, on vient de se créer, on vient de mettre en place des choses. Si demain, vous avez besoin d'un hébergement pour un shooting, pour des choses comme ça, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il faut être prêt, je pense, sur ce type d'hébergement, à pouvoir travailler sur de la gratuité, justement, avec tous ces comités un peu de tourisme, sans non plus dévaloriser le produit. L'idée, c'est pas de dire à l'hébergeur, sur tes 365 nuitées, il faut que tu fasses 300 nuitées de gratuité. Mais c'est plus d'être déjà prêt dans cette posture-là, à se dire qu'il va y avoir potentiellement un échange marchandises gagnant-gagnant avec des choses ou d'autres. Je pense qu'il faut, à mon sens aujourd'hui, être prudent sur l'influence, sur la partie influenceur, sur du petit hébergeur, où justement l'influence n'amène pas tout. C'est pas parce que demain un influenceur vient chez vous que ça va vous augmenter les nuitées fois 1000. Donc je pense que c'est important d'en faire, mais de faire des choses très ciblées. Peut-être que plutôt qu'un influenceur à 1 million d'abonnés, un influenceur justement ultra local qui est très justement impliqué dans le territoire aura peut-être vachement plus de valeur qu'un influenceur qui se sert de l'hébergement presque comme d'une étape dans son séjour pour aller ailleurs, par exemple. Oui, là-dessus, je te rejoins complètement. Effectivement, on a plus tendance à conseiller d'aller chercher des influenceurs, des nano-influenceurs, des micro-influenceurs qui ont des communautés moindres, mais qui du coup sont aussi beaucoup plus accessibles. Aussi, ne serait-ce que pour entrer en contact avec eux. Là-dessus, je te rejoins complètement.
Et du coup, qui peuvent aussi valoriser le tourisme local, le microtourisme. Ouais, je suis d'accord. De la même manière, quand tu parles de gratuité, on peut aussi parler du community manager qui va éventuellement mettre en place des jeux concours sur les réseaux sociaux avec des nuits ou des séjours à gagner. Là-dessus, c'est pareil, un hébergeur, il faut aussi qu'il soit prêt à jouer le jeu, comme tu dis, et à jouer gagnant-gagnant, parce que ça veut dire que pendant tout ce temps, de toute la durée de ce jeu concours, on va parler de lui. En fait, son nom va ressortir plusieurs fois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio, quand c'est à la radio, etc. Donc là-dessus, ou d'autres événements, hein, pas que des jeux concours. Mais effectivement, ça, je pense que c'est aussi un levier qu'on peut évoquer. En résumé, donc, avant tout, Val Thorens, c'est une plateforme, finalement. C'est aussi un média à lui tout seul, parce que en tant que professionnel du tourisme, on peut entre guillemets, utiliser Val Thorens comme un support finalement de communication, si j'ai bien compris, que ce soit via le site web, via la centrale, via la presse et les jeux concours qu'on vient d'évoquer. Est-ce que ça te convient comme image? Oui, je pense qu'on est très proche de la réalité, en effet. D'accord. Alors, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, on sait aujourd'hui qu'ajouter le hashtag Val Thorens, à savoir que Val Thorens, son hashtag, la dernière fois que j'ai consulté, c'était 425 000 publications sur ce hashtag. On se dit, tiens, en utilisant ce hashtag, je vais gagner en nombre de vues et en nombre de likes. Alors, j'imagine le Graal que ça peut être quand le compte même Val Thorens partage l'une de mes photos. C'est-à-dire que le community manager a fait ce qu'on appelle la curation de contenu et va repartager une de mes photos parce que, voilà. Est-ce que ça vous arrive de relayer des photos? Je pense plus en saison qu'en hors saison, mais est-ce que ça vous arrive de publier donc, des photos qui ne soient pas réalisées par l'équipe ou est-ce que c'est pour vous, c'est pas trop dans la philosophie parce que vous devez maintenir toujours un niveau de qualité élevé. Voilà. Quelle est votre position là-dessus? Alors, aujourd'hui, notre position là-dessus, mais elle n'est pas arrêtée, c'est de dire qu'on crée énormément de contenu en fait. Nous, on a des équipes qui sont dédiées à ça et qui créent énormément de contenu, donc on peine presque déjà à poster et à publier nos propres contenus, si tu veux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de besoin d'aller prendre du contenu généré par l'utilisateur parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Pour autant, et je l'entends totalement, je pense qu'il y a une vraie possibilité là de mettre en avant justement des personnes et je pense que justement, comme tu le disais, d'être repartagé par Val Thorens, c'est un peu le Graal aussi. Donc on est en train de travailler là-dessus. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. C'est plutôt sur la partie story, où là, c'est vrai que dès qu'on est mentionné sur les stories, là, on est moins l'impression de saouler nos communautés s'il y a 8 stories Val Thorens dans la journée parce que le swipe il est assez facile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre feed il est déjà en fait archi bondé. On peut arriver jusqu'à 2 à 3 publications presque par jour, donc on a déjà un niveau de post qui est déjà trop élevé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas de besoin là-dessus. Pour autant, il y a des choses que moi j'aime bien sur le parti de venir isoler 10 photos de 10 personnes qui étaient de passage la semaine et de se dire que c'est le post du dimanche pour justement montrer les photos que les gens ont pu faire. Mais bon, c'est un travail qui est titanesque parce que, comme tu le disais, il y a énormément de photos qui sont avec le hashtag Val Thorens. Donc aujourd'hui, on n'est pas dimensionné presque pour aller récupérer toutes ces photos et faire un tri. Même si ça peut être assez rapide à faire quand même. Donc, si j'ai bien compris, il vaut mieux à la limite vous taguer en story et avoir une chance d'être repartagé en story. Ce qui est déjà pas rien, parce que généralement, on a tendance à aller effectivement voir les comptes qui ont été partagés et parfois cliquer sur le compte en question. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. C'est des petits tips, tu vois, qui peuvent être vraiment intéressants pour un hébergeur de se dire, tiens, parce que moi, je conseille beaucoup aux hébergeurs de partager autre chose que leur hébergement, c'est-à-dire
Tu pars faire une rando, tu pars faire du ski, tu pars vivre ce qu'un voyageur va potentiellement vivre, partage-le. Et c'est pas grave si ça ne montre pas tes chambres, on s'en fiche. L'objectif, c'est de montrer la destination avant tout. Donc, le fait d'être partagé à ce moment-là et que ce soit le compte officiel de l'hébergement, c'est très bien, ça suffit aussi largement. Donc, là-dessus, Bah, là, ouais, c'est sûr que je pense que clairement, demain, un hébergeur met en story et nous tag avec des photos d'une chambre, ça, on le repartagera pas. Mais par contre, demain, ce même hébergeur se lève à 5 heures du mat, va faire un sommet et il fait le lever du soleil. En fait, je pense que le secret, c'est très compliqué, ça fait un peu Big Brother, mais c'est de publier du contenu quand le ou la CM n'est pas là. Et donc, en fait, clairement, tu vas faire un super contenu alors que la CM est une semaine en vacances, t'es quasi sûr d'être publié en fait. Parce que si c'est la personne dans l'équipe qui reprend le relais, bah, elle se dit bah tiens, c'est du contenu facile et gratuit. Et typiquement, le lever de soleil en ski de randonnée, moi j'ai une CM qui se lève un peu tard. En effet, si à 8h moins 10, Valto est mentionné et que quand elle regarde son téléphone, il y a une super story lever de soleil alors qu'elle a même pas encore ouvert ses rideaux, bien sûr qu'elle va la republier. Et ça, que ça vienne d'un hébergeur, que ça vienne d'une personne physique, peu importe. Là où nous c'est compliqué, c'est sur justement du riposte, sur des hébergeurs, sur des choses comme ça. En fait, si tu veux, la story est tellement volatile du fait des 24 heures que ça reste un petit milieu et il y a un peu de jalousie aussi, si tu veux. Donc nous, demain, faire un repost d'un hébergeur qui aura posté une belle photo d'un sommet, bah, tu peux être sûr que derrière, il y a 3 hébergeurs qui se disent « Ah mais tiens, mais pourquoi moi j'ai pas été reposté ?» Enfin, j'ai encore trop en souvenir d'avoir vu sur le bureau de mon directeur un pavé de 10 pages d'analyse de notre propre compte de la part d'un prestataire d'activité qui disait mais pourquoi mon prestataire concurrent a été posté et pas moi, jusqu'à venir dire oui alors quand la community manager fait des lives et sort de l'office de tourisme, elle tourne toujours à gauche et donc c'est le panneau de mon prestataire concurrent qu'on voit et elle tourne pas à droite alors qu'elle pourrait tourner à droite et voir mon panneau. Donc quand on est, si tu veux, à ce niveau-là de flicage, c'est que soit tu n'as pas confiance dans les gens qui font le job, soit c'est que tu t'occupes pas assez de tes clients, mais c'est qu'il y a un problème. non, là-dessus, je te rejoins. Et il y a une phrase que tu as dite, pour la résumer, et qui est totalement dans la vision que j'ai aussi, c'est qu'en fait, le rôle, je pense aussi, d'un hébergeur, c'est de devenir le CM numéro 2, en fait. C'est de faciliter la vie du community manager pour pallier son absence, quand effectivement le CM n'est pas là, ou tout simplement parce qu'en fait, un CM n'a pas le don d'ubiquité, tout simplement. Tu peux être à un lever de soleil, mais pas au même endroit. Tu peux très bien faire le lever de soleil, mais pas du même endroit. Et même si ce ne sera pas peut-être partagé de suite, ça pourrait être partagé 2 jours après, ou enfin, peu importe en fonction de la photo, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à garder en tête, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire si j'ai vraiment envie d'être partagé, qu'est-ce que je peux faire pour lui faciliter la vie et qu'il me dise en fait merci derrière, et que du coup, il me garde en tête en disant tiens, je vais aller quand même surveiller plus régulièrement parce que potentiellement, c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Enfin, moi, personnellement, en tant qu'ex-community manager, c'est ce que je faisais. J'avais ma petite liste de mes ambassadeurs favoris, avec qui je m'entendais très bien, avec qui j'avais même plus besoin de demander l'autorisation d'utiliser la photo. C'était vraiment une relation qui était acquise et ils avaient plaisir à faire ces photos et forcément plaisir à les voir repartagées par mon compte, quoi, par le compte de la station. Donc là-dessus, je pense que cette phrase faciliter la vie du CM, c'est vraiment quelque chose à se garder en tête, qu'on soit hébergeur, tout autre socio-professionnel ou particulier. Merci. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette interview. On peut voir qu'il y a quand même plusieurs comptes d'hôtels sur Instagram qui sont basés à Val Thorens. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait
des comptes des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Certains comptent plus de 9000 followers, j'ai vu, parce que j'ai fait quand même un peu mes devoirs, comme le Pashmina, 5 étoiles. Et tu m'as expliqué que certains établissements avaient pris les devants en termes de communication et marketing, et ils avaient mis les moyens pour développer leur notoriété. Alors, c'est sûr que quand tu as un hôtel 5 étoiles, tu n'as pas les mêmes moyens qu'une maison d'hôte, une chambre d'hôte, un gîte. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces hébergeurs plus modestes, en termes de ressources, qu'elles soient humaines et financières, pour se démarquer? Est-ce que tu aurais des petits conseils pour qu'ils puissent se démarquer quand ils n'ont pas un photographe et un vidéaste à leur disposition? En effet, comme tu le dis, il y a pas mal d'hébergeurs qui se structurent pour faire tout ça. Je pense que l'étape 1, c'est de se dire que globalement sur les réseaux sociaux, si on a un téléphone à partir de l'iPhone 10 ou l'équivalent chez les autres marques, on est capable de faire des photos qui sont OK pour poster sur les réseaux sociaux. Je pense que il faut enlever à tout ça les filtres de type filtre étoile qui scintille ou des choses comme ça. Moi, j'ai envie de dire qu'une étape, je vois 2 étapes, si tu veux, on va dire 3 étapes, parce qu'après, on va faire rentrer un peu de ressources humaines. Étape 1, ça coûte moins de 200 €, c'est acheter un stabilisateur, donc un DJI Osmo Mobile ou autre, et c'est de venir mettre le téléphone à la verticale sur le stabilisateur et de pouvoir faire des vidéos je rentre dans mon hébergement, je ressors pour aller au jardin, je fais visiter un peu mon hébergement et je viens de couper en plein de petites vidéos. Je pense il faut se dire exit les vidéos de 8 minutes, c'est plus de se dire je fais 15 vidéos de 45 secondes. Et donc comme ça j'ai 15 potentiellement contenus assez faciles. Étape 2, c'est se dire tiens, est-ce que je viens pas investir dans une GoPro pour justement filmer des choses un peu plus sympas, faire des contenus un peu plus sympas. Ça permettra aussi de filmer les vacances et que le petit dernier il puisse les prendre pour aller faire du vélo. Et donc c'est étape 2, on va dire, en termes de plus de matériel. Étape 3, c'est de se dire à quel moment je me fais pas accompagner, en fait, tout simplement. De se dire j'ai pas le temps aujourd'hui de créer du contenu. Est-ce qu'il vaut mieux passer 6 heures tout seul dans mon coin en tant qu'hébergeur à rager parce que je trouve pas la fonctionnalité qui permet de faire ce que je veux sur les réseaux sociaux, ou est-ce que je vais payer une personne 1-2 heures d'accompagnement pour justement créer mes contenus? Donc je pense que avant même d'internaliser des compétences, parce que un salaire quand tu es à 2000 € brut chargé, ça commence à faire à l'année, ça commence à faire quand tu es un petit hébergeur. Donc c'est plutôt de se dire à quel moment je me fais pas accompagner et justement j'ai une personne qui m'accompagne pour faire soit de la gestion de l'e-réputation, de la création de contenu, de choses comme ça. Et je pense qu'il y a possibilité d'avoir de l'accompagnement qui fait même de la création de contenu sur place. Tout à fait, oui. Ouais. Et c'est ce que effectivement, parfois, je recommande, ne serait-ce que pour faire des shootings, c'est faire appel à quelqu'un qui viendrait faire ta banque d'images une fois par mois, une fois par trimestre. Tu te fais ta petite banque d'images parce que tu ne publies pas à la même fréquence de publication que Valto, mais à raison d'une fois par semaine, tu peux te faire une petite session de shooting qui va te couvrir ton trimestre. Ça peut largement suffire, et comme ça, tu respectes la saisonnalité aussi. Ça, c'est important aussi quand on est dans le tourisme, c'est de respecter. C'est vrai que ça n'a pas trop de sens d'aller montrer Val Thorens en plein été quand tu arrives déjà à octobre et qu'il y a déjà eu les premiers sommets enneigés, quoi. Oui, tout à fait. Et puis pas hésiter à partager, et je pense que tu es totalement là-dedans, c'est pas hésiter à partager des moments de vie, en fait. C'est que tout peut être beau, tout peut être publiable.
Un hébergeur qui, alors faut pas taguer et pas mettre la position GPS du coin champignon, mais un hébergeur qui se dit bah tiens je vais me balader un peu au-dessus et puis j'arrive à ramasser des choses dans la nature, bah en fait ça c'est publiable. Je te rejoins totalement. Si demain un hébergeur vient à publier 50-60% de contenu qui se passe même pas dans son hébergement, bah moi ça me dérangerait pas en fait parce que derrière bah les gens qui sont extérieurs à ça et même les locaux vont se dire ah mais en fait c'est super joli autour de son hébergement, en fait il y a plein de choses à faire. Donc je pense que les instants de vie voilà les activités qu'on peut y faire, de pas oublier ça. Et quand tu vas chercher des photos, je sais pas, par exemple je me dis t'es un hébergement qui est proche d'une rivière sur lequel t'as un truc de canoë-kayak ou autre, bah demain, rien ne t'empêche d'aller voir le prestataire qui est le plus proche de toi et de lui dire est-ce que toi, tu as des contenus? Est-ce que toi, tu as des photos que tu pourrais me donner, que moi, je poste sur mes réseaux sociaux pour dire bah en fait, regardez, autour de chez nous, à 3 km, en 6 minutes en vélo, vous y êtes, vous avez ce prestataire d'activité. Donc je pense que c'est important de vivre avec son territoire et de ne pas être enfermé, parce que je pense que si on est bien accompagné, on va forcément plus loin. Là, tu as donné clairement une des clés que je mets vraiment en avant aussi sur mes outils, dans mes conseils, c'est vraiment la notion de partenariat, effectivement. D'aller chercher des partenariats avec des prestataires, notamment d'activités, et de dire, alors effectivement, un partenariat, ça peut être en termes de contenu, mais ça peut être aussi en termes tarifaires, de prix négociés pour une prestation, proposer un séjour thématique. Et ça, effectivement, je trouve ça génial. Effectivement, c'est pareil, un hébergeur qui propose des petits déjeuners, qui fait ses petites confitures maison. Moi, j'adorerais voir des photos d'un beau plateau petit-déj qu'il a préparé et où il indique que c'est ses confitures maison, quoi, et que chez lui, tu viens manger ses confitures maison. Ça, c'était quelque chose, moi, qui me parle, quoi. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je pense qu'on a balayé vraiment pas mal d'infos. S'il y a le meilleur conseil que tu as envie de partager, c'est le moment pour tous ceux qui nous écoutent, pour vraiment gagner en visibilité. Mais finalement, tout au long de l'interview, tu en as donné déjà pas mal. Donc, mais l'idée de se dire, effectivement, step 1, c'est équipez-vous à un coût qui peut être largement amorti, en fait, au final. Moi-même, j'ai le DJI Osmo Mobile et c'est très bien. L'Osmo Pocket aussi. Enfin, c'est des choses qui coûtent 200 euros et on peut demander parfois aussi à la réceptionniste ou à quelqu'un qui travaille chez nous, tiens, d'aller faire, qui part en rando aussi des fois, hein, tout simplement. Tiens, je te le prête, vas-y, quoi, fais-le, fais-toi plaisir. Et la notion vraiment de se faire accompagner. Ça, c'est vrai que j'en parle beaucoup moins, moi, de mon côté, parce que j'essaie plutôt de les rendre autonomes. Mais effectivement, en fonction de ta structure, parfois, tu ne peux pas le faire tout toi-même. Et à un moment donné, il faut peut-être savoir à quel moment il y a ce point de rupture et où il est préférable d'aller confier ça à quelqu'un. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Alors, si je devais conclure, je dirais justement plutôt sur la partie des hébergeurs avec qui tu peux discuter, de ne pas hésiter à sonder aussi en interne. On a, je pense, des générations qui arrivent derrière nous. Désolé, hein, on se met du côté où on a des générations derrière nous. Il faut se dire que je pense que 98% des humains sont bons, donc déjà il y a plein de bonnes choses derrière nous. Et en fait, on a des personnes qui sont nées avec ces outils. Donc plutôt que de se dire tiens, je vais moi garder ce côté création de contenu, pas hésiter je pense à demander justement à des personnes comme tu le disais, enfin ça peut être un chef de rang, ça peut être un réceptionniste, ça peut être un runner, un ou une bien sûr, qui derrière en fait adore faire des photos. Et juste demanderait que ça, d'avoir 1 heure de temps qui lui est presque détaché un petit peu pour aller faire des photos du petit pot de confiture au petit-déj. Ah bah ça tombe bien, en plus c'est elle qui sert le petit-déj le matin, donc pourquoi ça serait pas à elle de s'en occuper? Et en fait de donner des missions un petit peu supplémentaires d'ouverture sur des métiers qui sont peut-être pas forcément de prime abord liés à ça, mais je pense qu'il y a les codes des réseaux sociaux sont aujourd'hui
utilisé par tous. Donc je pense qu'il y a des belles choses à faire en faisant confiance aux gens. Ouais, et puis c'est une belle manière aussi de valoriser son personnel finalement, et de lui faire confiance et lui donner les clés de quelque chose qui est hors cadre, hors de sa mission. J'en ai connu, moi, effectivement, des hébergeurs dans le Dévoluy qui ont joué le jeu, en fait, fait le pari de confier à leur réceptionniste des sorties photos et l'animation l'animation complète des réseaux, de leur propre réseau, et ça marchait plutôt bien. Bon, maintenant, aujourd'hui, elle est partie, mais je pense que c'est une collaboration qui marchait bien et dans les deux sens, en fait. À la fois, le salarié se sent vraiment impliqué, du coup, et plus motivé, tout simplement. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Thibaut. Merci pour tout, pour ton partage, pour tes conseils. Quand est-ce que tu ouvres la station, déjà? Quand est-ce que c'est fin novembre, hein, vous? Ouais, Redis-moi les dates. Et puis on va aller jusqu'au 8 mai cette année. Ok, d'accord. Bon, eh bien, écoute, encore une belle saison qui s'annonce, j'espère. Et puis, bon, est-ce qu'il est vraiment utile de rappeler où on peut vous retrouver? Mais je vais quand même le dire. Donc, on retrouve Val Thorens sur les principaux réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok, qui marche bien. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que vous y êtes maintenant, hein? Ouais, ça fait 1 an et une grosse progression l'hiver dernier. Et Ouais. si moi, je devais en conseiller que un à tes auditeurs, c'est TikTok. C'est celui sur lequel on s'amuse le plus. D'accord, ok. Eh ben voilà, il est là ton mot de conclusion, ton mot de la fin. Effectivement, je vois qu'en 1 an, vous avez déjà réussi à avoir 99 000 abonnés. Pas rien. LinkedIn pour la partie pro, la partie partenariat, j'imagine, beaucoup. Et la chaîne YouTube qui, à mon avis, vu le nombre d'abonnés à côté des autres plateformes, c'est plutôt votre plateforme en fait, de dépôt de vidéos, quoi. Exactement, c'est un hébergeur de vidéos. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on avait à peu près tous la même stratégie là-dessus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et hâte que tu écoutes cet épisode une fois qu'il sera monté. J'ai hâte de te le partager. Merci à toi. Allez, à bientôt. Et voilà, les amis, l'épisode touche à sa fin. Cette interview a été plutôt longue, mais parce que Thibaut nous a livré énormément de conseils, une vision vraiment partagée de la destination avec tout l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une vraie pépite. J'espère que pour vous, ça a été aussi une grande source d'inspiration. En tout cas, vous pouvez retrouver cette interview au format blog sur mon site yenbu.fr. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. En priorité, Apple Podcast et Spotify, ça aide le podcast à se faire connaître. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec plein de conseils marketing pour vous aider à booster votre location saisonnière. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.